Rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Côté technique et prise d'image, il y a Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 5 novembre 2020 qui a pour principales articulations les points suivants. Derrière l'attribution frauduleuse à la Sogea Satom du marché de réhabilitation de la route nationale numéro 5, vous le suivrez dans ce magazine. Quelques dizaines de réfugiés burundais ont vu leur financement scolaire interrompu par la Maison Shalom qui les avait jusqu'à présent pris en charge. Dépassés, ces Burundais demandent à tout philanthrope de leur venir en aide afin qu'ils puissent achever leurs études. Dans ce magazine, vous entendrez également les lamentations des professeurs de Bubanza qui s'inscrivent en faux contre la récente décision de leur ministère de tutelle qui les aurait injustement changé d'affectation. Voilà pour le dans quelques poussières de secondes le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue en page coopération. L'on parle de la levée effective ce mercredi des mesures restrictives prises contre le Burundi par le Conseil permanent de la francophonie à la suite de la crise de 2015, consécutive au troisième mandat brigué de force par feu le président Pierre Nkurunziza. L'Organisation internationale de la francophonie avait adopté une résolution abrogeant la mise sous observation du Burundi adoptée le 3 juillet 2015, ainsi que la résolution de suspension de la coopération multilatérale du 7 avril 2016. Ces sanctions avaient été prises suite à l'impunité d'innombrables cas de tuerie, de violation des droits de l'homme commis par les agents de l'État et la milice Imbonerakure, à la suspension des médias et des associations de la société civile, ainsi qu'à la persécution des acteurs politiques de l'opposition contraints à l'exil. De son côté, le Burundi dit entendre rattraper le temps perdu pour mettre en œuvre le pacte linguistique signé par feu Pierre Nkurunziza et Abdou Diouf, alors secrétaire général de la francophonie, c'était en 2014. Un pacte qui avait pour ultime objectif l'engagement du Burundi à maintenir et à renforcer la place du français dans le pays et dans la région en contrepartie de la coopération culturelle avec l'OIF. Et en page justice, les arrestations auxquelles se livrent certains agents de l'ordre ne diffèrent en rien aux enlèvements car opérés en violation de la loi. Propos d'un juriste, Maître Janvier Bigilimana précise que, sauf en cas de flagrant délit, la seule personne habilitée à procéder à l'arrestation d'un suspect et sans convocation est l'officier de la police judiciaire. Suivez. En vertu de l'article 1er combiné article 3 du Code de procédure pénale burundais, les privations de liberté des citoyens sont de la compétence des OPJ, un département qui est le seul compétent pour procéder aux arrestations de personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des infractions, et tout cela sous le contrôle du ministère public. Les autres départements de la police, notamment la police de sécurité intérieure, n'est pas compétent pour effectuer des arrestations. Mais ce qui s'observe quotidiennement est une pure violation de la loi, et notamment de la loi fondamentale, parce que l'article 39 de la Constitution précise clairement que nul ne peut être privé de sa liberté que si ce n'est que conformément à la loi. La violation de la loi qui est commise
par la police en procédant aux arrestations alors qu'elle n'est pas compétente, constitue également de l'enlèvement en vertu de l'article 31 du Code de procédure pénale qui précise que lorsque une arrestation, une garde à vue effectuée par la police n'a pas respecté la loi, constitue de l'enlèvement qui est puni par le Code pénal. Nous en appelons donc à la responsabilité des responsables de la police pour qu'ils informent, pour qu'ils forment les différents départements de la police et pour que les compétences attribuées à ces départements soient exécutées conformément à la loi. Sinon, ce qui se fait actuellement à travers les différentes arrestations qui sont effectuées par la police, il s'agit purement et simplement de l'enlèvement qui est prohibé par le Code pénal. Maître Janvier Wigilimana a réagi après qu'un enseignant de l'école fondamentale d'Orukere en zone Maramvia, commune Burambi de la province Rumongue, reste sans trace depuis dimanche de la semaine dernière, alors qu'il avait été arrêté par un policier de la position de Kiganza. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page gouvernance, le cabinet de feu, le président Pierre Nkurunziza a étouffé la dénonciation des irrégularités ayant émaillé le projet de réhabilitation du tronçon Nyamitanga-Ruhwa. À la tête de ce cabinet se trouvait l'actuel Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni. Trésor Nyongabo pour plus de détails. Après avoir constaté les irrégularités contenues dans le dossier d'appel d'offres concernant la réhabilitation du tronçon Nyamitanga-Ruhwa, une des entreprises chinoises de construction des voies routières qui avait participé au concours de ce marché a demandé la suspension de ce projet. Dans la correspondance adressée à Edouard Nziga-Massabo, le directeur de l'autorité de régulation des marchés publics d'alors, cette entreprise dénonçait d'innombrables irrégularités qui avaient caractérisé cet appel d'offres. Selon nos sources, le directeur de l'autorité de régulation des marchés publics aurait essayé de prendre la situation en main, aurait adressé une correspondance au directeur général de l'Office des routes, l'interpellant de suspendre l'ouverture des enveloppes des dossiers d'appel d'offres. D'autres autorités poursuivent ces sources, aurait tenté d'alerter, mais sans succès. À titre illustratif, ces sources citent le conseiller du deuxième vice-président du nom de Pierre Mupira, qui se serait heurté à la décision déjà prise par Alain-Guillaume Bunyoni, chef de cabinet civil du président Pierre Nkurunziza à cette époque. Cette décision ordonnait formellement au directeur général de l'Office des routes de passer à l'ouverture des enveloppes des dossiers d'appel d'offres qui eut lieu en mars 2010. Les sources de la RPA précisent qu'Alain-Guillaume Bunyoni agissait en complicité avec Jean-Marie Loulimirije, chargé des missions à la présidence. Ces sources indiquent également que toutes ces manœuvres visaient à privilégier la Sogias-Atom, l'un des soumissionnaires. Les deux autorités et la Sogias-Atom partaient toutes gagnantes. Nous n'avons pas pu joindre Alain-Guillaume Bunyoni et Jean-Marie Loulimirije cités dans cette affaire pour qu'ils puissent s'exprimer à ce propos. Quant aux responsables de la Sogias-Atom au Burundi, ils se sont réservés de tout commentaire. Merci à toi, Trésor Nyongabo. Toujours en page gouvernance, l'administrateur de la commune Ruhororo, en province Ngozi, instaure un couvre-feu pour les femmes de sa commune. Le couvre-feu a été fixé à 20h. Dans une note datée de ce 2 novembre, l'administrateur Mamert Bilkundi a argumenté que la mesure est due au mauvais comportement des femmes de sa circonscription, surtout celles qui passent les soirées dans des bistrots. Dans la même note, l'administrateur Bilkundi en a profité pour rappeler aux propriétaires des bistrots que l'heure d'ouverture reste fixée à 13h. Et en page société, l'on parle de la pénurie du ciment qui se fait de plus en plus sentir en mairie de Bujumbura. Les commerçants qui en disposent les coulent en cachette et privilégient une certaine catégorie de leur clientèle. Les rares endroits où le ciment est encore disponible, il s'achète à un prix exorbitant par rapport au prix officiel. Le point avec Walter Quizer. Trouver le ciment dans la mairie de Bujumbura n'est pas une tâche facile
Pour cause, la plupart des commerçants de ce produit nécessaire pour la construction le vendent en secret, au point qu'il est difficile de savoir où l'on peut trouver le ciment. Les maçons indiquent que là où le ciment est disponible, il est vendu par favoritisme et selon la quantité désirée. Même en vendant ce ciment, les commerçants se cachent. On dirait qu'ils sont en train de vendre du chanvre. Ils le vendent en secret. Quand ces vendeurs du ciment te le donnent, c'est comme s'ils sont en train de vendre quelque chose qui est interdit par la loi. Quand ils terminent de te donner la quantité que tu désires, ils ferment leur dépôt immédiatement. Là aussi, pour qu'ils te donnent du ciment, ça dépend de la quantité du ciment et de la personne qui le veut. Quand ils ne sont pas sûrs de vous ou quand vous voulez beaucoup de sacs, là, ils ne vous donnent rien. Actuellement, que ce soit le ciment local de l'entreprise Buseco ou le ciment importé appelé Dangote, le prix a été augmenté. Le prix du Buseco a grimpé. Avant, nous l'achetions à 24 000 ou encore 24 500 francs burundais par sac. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le sac s'achète à 28 000 francs burundais. Et là aussi, suivant des conditions, car ils te disent que c'est une faveur qu'ils vous accordent. Pour le moment, le ciment de type Dangote s'achète à 35 000 francs burundais, alors qu'avant, c'était 30 500 francs ou 31 000 francs burundais. Moi, je l'ai trouvé à Kinama. Là aussi, le vendeur m'avait dit qu'il n'y a pas de ciment. Certaines personnes qui utilisent le ciment font savoir que son manque du ciment est dû à la demande qui est supérieure à l'offre. Le ciment appelé Dangote, en provenance de l'étranger, qui renforçait celui de Buseco, n'est plus disponible en quantité suffisante à cause de la fermeture des frontières. Ces informations sont aussi confirmées par les autorités de l'entreprise Buseco. Elles ajoutent néanmoins que la quantité du ciment qu'ils produisent n'a pas changé, que le prix d'un sac est resté le même. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Immaculée Ndabanedze, la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme pour qu'elle puisse s'exprimer sur cette hausse du prix du ciment et de sa pénurie, mais elle n'a pas décroché son téléphone. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons à présent éducation où 9 enseignants du lycée Bubanza en commune et province Bubanza s'insurgent contre la décision du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique faisant état de leur permutation. Ces enseignants soulèvent la violation flagrante de la procédure de permutation des employés. Il était avec Clovis Nyonzima. La majeure partie des enseignants du lycée Bubanza qui ont reçu leur lettre de permutation sont titulaires des cours scientifiques. 5 enseignent les cours tels que la chimie, les mathématiques, la géographie et la biologie. 4 autres enseignent les cours tels que la psychologie, l'économie et le français. Selon les informations en provenance de ce lycée, les enseignants qui ont été permutés n'ont jamais demandé la permutation, comme c'est mentionné sur les lettres qu'ils ont reçues. Et nos sources d'ajouter que, pour qu'il y ait permutation, les 2 enseignants qui se sont convenus demandent le sous-couvert de leur supérieur hiérarchique, les autorités de l'école, les directions communales et provinciales de l'éducation. Une condition qui apparaît dans un communiqué du ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, Gaspard Banyangimbona, du 1er septembre 2020. Cette autorité mentionne, je cite, « Le déplacement des enseignants sous forme de mutation ou réaffectation est géré sauf pour les cas de permutation qui s'opèrent entre enseignants de même profil et qualification avec le sous-couvert des autorités de l'école, des directions communales et provinciales de l'éducation de leur ressort. » Fin de citation. Ce communiqué a été suivi par une lettre envoyée par le même ministre du 16 septembre 2020 au directeur provincial de l'éducation, leur rappelant qu'à toute fin utile, c'est le ministre de tutelle garde la prérogative de réaffecter l'un ou l'autre enseignant et ce jusqu'à nouvel ordre. Ces enseignants trouvent que non seulement ces permutations sont illégales, mais aussi la réussite des élèves sera affectée car ils vont être interrogés par de nouveaux enseignants. Ils demandent alors au ministre de reconsidérer sa décision qui juge contraire à la procédure de permutation. Parmi ces enseignants permutés, 4 venaient de passer 25 jours en prison avant d'être acquittés. Ils étaient accusés d'enlèvement d'une élève du lycée Bubanza. Ces derniers trouvent que ces permutations sont du harcèlement qui se poursuit à leur rencontre. La rédaction de la RPA a contacté Gaspard Banyangimbona, ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Après une brève présentation et le motif de notre appel, il a raccroché son téléphone.
Clovis Nionzima, et le premier jeudi du mois de novembre, le monde fête la journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire. Célébrée pour la première fois, cette journée a été déclarée par l'UNESCO lors de la 40e conférence des États membres de cette organisation tenue en novembre 2019. Selon l'UNESCO, les actes de violence et de harcèlement en milieu scolaire sont principalement commis par des camarades, mais dans certains cas par des enseignants et d'autres membres du personnel scolaire. Dans 67 pays, selon toujours l'UNESCO, les punitions corporelles sont toujours autorisées dans les écoles, malgré qu'elles aient des répercussions négatives considérables, notamment sur les résultats scolaires, la santé mentale et la qualité de vie en général. Le Burundi n'est pas non plus épargné par ces actes de violence et de harcèlement en milieu scolaire. Le cas le plus récent est celui du lycée municipal Ngagara, situé en mairie de Bujumbura, où le personnel et les parents des élèves dénoncent les actes de violence commis à l'endroit des élèves par le directeur du dit établissement. Le point avec Onésime de Shimagitse. Ce directeur du lycée municipal Ngagara, accusé d'actes de violence et de harcèlement contre ses élèves, s'appelle Jean Berry. Selon des informations recueillies auprès des parents, le directeur Jean Berry a recommandé aux élèves de cet établissement de payer 3 000 francs chacun pour l'achat des ordinateurs dans un délai ne dépassant pas le 8 novembre 2020. En date du 29 octobre dernier, le directeur Jean Berry s'est réduit dans différentes salles de classe, muni d'un bâton, et a procédé à frapper n'importe qui sur son passage, accusant aux élèves d'avoir refusé de payer la somme convenue, ce qui a surpris les parents et les enseignants de cette école, comme l'indique un d'eux. Le directeur Jean Berry a fait sortir tous les élèves avant la date limite de paiement de cet argent. Certains élèves ont été tabassés, d'autres ont été blessés en courant, fouillant cette brutalité du directeur à cause de cet argent. Selon toujours les parents des élèves du lycée municipal Ngagara, un élève de cette école a été sérieusement touché sur le bras au cours de cette opération brutale faite par le directeur Jean Berry. Il précise que les enseignants ne sont pas eux aussi épargnés de cette brutalité. Il travaille comme encadreur ou préfet et s'est arrogé le droit de harceler tout le monde à cet établissement. Beaucoup d'enseignants envisagent de démissionner à cause des injures et de ce harcèlement dont ils sont souvent victimes. Le personnel et les parents des élèves du lycée municipal Ngagara indiquent que ce comportement du directeur Jean Berry date de longtemps car il faisait la même chose quand il était préfet au lycée du lac Tanganyika. Il demande aux autorités habilitées de sanctionner ce directeur conformément à la loi. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jean Berry, le directeur du lycée municipal Ngagara. Onésime Dushimagidzi, à ce propos, malmener un enfant est un comportement qu'il faut éradiquer. Réaction de Madame Eulalie Nibidzi, qui suit de près le secteur de l'éducation au Burundi. En cette journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, l'éducatrice donne des conseils à suivre lorsqu'un enfant est soumis à un traitement violent. Suivi. À l'occasion de cette journée internationale de lutte contre la violence et le harcèlement scolaire, je voudrais exprimer malmener les enfants ou lui soumettre à un traitement violent fait que cet enfant-là va grandir dans la violence avec une attitude défensive qui à la fin se transforme en une agression et par conséquent l'enfant peut devenir criminel. L'enfant peut abandonner l'école, l'enfant peut être démotivé et parmi les causes de l'abandon scolaire, il y a les violences en milieu scolaire. Dans ce cas-là, l'école doit prendre ses responsabilités, à commencer par le comité de gestion de l'école qui a parmi ses obligations la protection du droit à l'éducation et au niveau même national, il doit y avoir des enquêtes, inventorier la situation de tous ces enseignants qui maltraitent les enfants sous prétexte qu'ils sont en train de les punir, inventorier ces enseignants, relever les faits, vérifier la loi et punir sévèrement. Donner des conseils si possible et en cas de récidive, punir sévèrement et décourager. Mais faut-il que ce comportement pour éradiquer les violences et le harcèlement en milieu scolaire est aussi conditionné par le milieu environnant. Si la violence et le harcèlement est devenu un mode de vie de la population, je crois qu'il ne sert à rien
de punir celui qui le fait à l'école, à tel point que finalement, il faut que la violence et le harcèlement, que ce soit au niveau domestique, que ce soit au niveau de l'école, soient découragés, soient punis. Sinon, on aura une jeunesse qui va grandir découragée de l'école, découragée de l'attitude de leurs enseignants, mais aussi découragée du manque de preuves de protection par l'école et par ses organes. Et pour clore ce chapitre éducation, 80 réfugiés burundais qui étudient dans les universités du Rwanda et qui étaient assistés par la Maison Shalom demandent aux bienfaiteurs de les appuyer afin qu'ils puissent achever leurs études. C'est après que la Maison Shalom ait décidé de suspendre l'assistance irrelative. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Le message qui annonce la suspension de l'assistance de la Maison Shalom aux réfugiés burundais qui étudient dans différentes universités du Rwanda est sorti ce 2 novembre. Ces étudiants, constitués en grande partie par ceux de 3e et 4e année, disent être étonnés par cette mesure car ils n'ont pas été avertis. Ils ajoutent qu'ils ont reçu cette information à travers un message électronique envoyé individuellement. Roque Bideri est chargé de la communication au sein de l'association des étudiants réfugiés burundais qui sont assistés par la Maison Shalom. La mesure qui suspend la bourse aux étudiants est sortie le 2 novembre 2020. On a envoyé à chaque étudiant un message par adresse email. Nous ne savons rien en ce qui concerne les critères sur lesquels on s'est basé pour arrêter cette bourse. Nous avons même adressé une correspondance à la direction de la Maison Shalom, mais nous n'avons pas eu de réponse. Selon ces étudiants, cette décision les perturbe. Ils demandent de la lumière sur les raisons qui sont derrière cette décision et appellent les autres bienfaiteurs de les prêter main forte afin d'achever leurs études. Les conséquences sont multiples. Nous avons d'abord été perturbés parce que nous avons vécu dans notre pays jusqu'au camp de Mahama. Alors, cette mesure ne vient qu'aggraver la situation. Nous sollicitons de l'aide pour terminer nos études et demandons également d'être informés sur les raisons de la suspension de cette bourse. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Richard Nijimbere, directeur de la Maison, qui nous a promis de s'exprimer ultérieurement. Cette mesure concerne 80 étudiants de différentes universités. Inès Ruhengeri, Inirake Guamagana, Kigali Integrated College et Kibungo. Merci à toi, Emmanuel Niyongeko. Et c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 5 novembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Aimé Steve Niyongeko et Fabrice Ndimurukundo qui étaient à l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.